Voilà, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Maxime, Sophie, donc, qui a participé à la mission UCL to Mars l'année passée, et moi qui participe cette année, qui reprend, donc on en parlera plus tard, son expérience. Alors, tu sais bien un instant parce que je sais pas où tu as mis la présentation. Vas-y. Ouais, ne marche pas dedans. Voilà, donc pour commencer, UCL to Mars, c'est quoi UCL to Mars? C'est une organisation. Donc, c'est un projet organisé par des étudiants et des chercheurs de l'université de Louvain, qui a donc pour but d'envoyer ces étudiants et ces chercheurs dans une station de simulation de recherche dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Donc, le but est d'y réaliser toute une série d'expériences scientifiques afin d'établir en quelque sorte la faisabilité de ces expériences en milieu confiné, avec toutes les contraintes que ça implique, hein, puisque quand on est là-bas, on est vraiment complètement isolé du monde, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit... Enfin, c'est vraiment une simulation comme on en retrouverait une... voilà, vraiment comme si on était sur Mars, vraiment. Donc le projet, ce n'est pas uniquement une expérience en soi à faire sur 2 semaines là-bas dans le désert, ça comprend énormément de choses à faire tout au long de l'année. On a donc d'abord une première réunion avec l'équipe précédente pour faire une espèce de passage cette année de l'ASBL. Ils nous donnent des conseils sur le déroulement de l'année, sur tout ce qu'il faut faire. Ensuite, il faut bien évidemment définir les expériences qui auront déjà été en principe définies à l'avance lors des sélections, mais qu'il faudra vraiment en créer à ce moment-là, définir un budget des expériences, définir exactement l'équipement qui sera nécessaire, pour ensuite envoyer la candidature la candidature à la Mars Society, à savoir que la MDRS, donc la station de recherche qui se trouve dans le désert de l'Utah où on va, appartient à la Mars Society, et donc c'est à eux de dire si oui ou non nos projets d'expérience sont valides, valables pour ce genre d'expérience, et s'ils estiment que ça ne l'est pas, on part pas. Alors une fois qu'on a accepté, qu'on a notre slot, qu'on a on sait quand on part, il y a toute la partie, et c'est vraiment le gros, je pense, de l'expérience UCL to Mars, c'est tout ce qui concerne le sponsoring et les médias, parce que cette expérience coûte énormément d'argent. On est sur un budget de plus ou moins 20 000 euros, et donc il faut trouver des sponsors, il faut se faire aussi connaître à travers les médias. Il y a Facebook évidemment, mais aussi tout ce qui est médias, journaux, télé, il y a plusieurs interviews, ce genre de choses. Ensuite vient ce qui est plus ou moins à cheval avec le sponsoring, tout ce qui est logistique, donc et évidemment les avions pour aller sur place, le train, et tout ce qui concerne le transport du matériel sur place via FedEx. Ce genre de choses, c'est pas évident, mais c'est aussi tout ce qui fait la beauté de ce projet. C'est pas uniquement scientifique, il y a vraiment toute l'expérience qu'il y a autour. Et puis vient seulement vraiment la simulation de 2 semaines à la MDRS. Et ensuite, pour boucler la boucle, voilà, donc l'équipement, le crew de l'année en cours recrute pour l'année suivante. Ça se fait assez simplement, hein, juste via envoi de mail avec CV, lettre de motivation et une proposition d'expérience à réaliser sur place. Voilà, donc on atterrira à Denver, partira de Paris, atterrissage à Denver, et ici vous voyez où se trouve donc la la MDRS dans l'état de l'Utah. Et entre Denver et la station, il y a plus ou moins 6 heures, 6h30 de route. Entre les deux, on s'arrête à Grand Junction où on récupère le matériel, où on espère qu'il est bien arrivé. Ça, c'est embêtant s'il l'est pas. Voilà, donc je passe la parole à Sophie. Donc, quand on arrive dans le désert de l'Utah, le paysage dans lequel on tombe, c'est un sol martien. Donc ça, c'est une véritable photo qu'on a prise l'année passée. C'est incroyable quand on arrive sur place, vraiment. On est sur Mars, quoi. Ça nous donne vraiment cette impression-là. Là-bas, sur la droite, vous pouvez voir, il y a la station dans laquelle on vit. Et si on regarde de plus près, donc autre paysage fantastique,
Donc là, le gros bazar, c'est ce qu'on appelle lab, dans lequel on va vivre, on va manger, dormir, etc. On a une serre dans laquelle on peut effectuer des expériences en tout ce qui est avec les plantes, faire pousser nos tomates, etc. On a un dôme ici qui est le Science Dome, dans lequel sont effectuées les expériences, tout ce qui est en rapport avec la chimie, biomoléculaire, etc. Microbiologie aussi. Et là, on a l'observatoire solaire. Donc en gros, c'est à Sacre. Et alors, comme vous pouvez voir, c'est relié par un tunnel. Bon, de base, il est censé être recouvert pour faire croire qu'on n'est pas dehors. On a le droit de voyager de la station au dôme sans la combinaison, parce qu'on estime qu'on est dans la station encore, quoi. Bon, notre année, il n'était pas encore recouvert. Je ne sais pas si toi, ça sera recouvert. Je pense que ça l'était, ouais. Ouais. Alors, une autre vue encore. En plus, vous pouvez voir ici, il y a les rovers avec lesquels on se déplace. Il y a aussi des quads lors des missions à l'extérieur de la station. Et là-bas, tout à droite, il y a aussi un autre observatoire, mais qui, lui, est électronique. Donc, on ne rentre pas dedans. Tout se fait via le PC. Et ça, c'est pour le Deep Sky. Mais il faut un projet bien concret pour pouvoir y accéder. Moi, malheureusement, mon année, il était défectueux, mais il l'est réparé pour cette année. Alors, à quoi ça ressemble à l'intérieur? Donc ça, c'est dans Lab, donc dans la grosse station. Tout en haut, vous pouvez voir l'étage. Donc c'est le séjour avec la cuisine, etc. Sur la gauche, il y a plein de petites portes. 6 en l'occurrence. Et donc c'est des petites cellules dans lesquelles on dort. Il y a juste une planche en bois. C'est très petit et de base c'est conçu pour 6, mais nous on était 8. Et du coup, il y a les 2 entre eux, ils dormaient au-dessus. Dans le grenier. Un peu ça. Il y avait un peu froid. Et là, donc, c'est le rez-de-chaussée où il y a là-bas un peu plus loin la douche et les toilettes. Évidemment, les toilettes, c'était à nous de changer. Donc, tous les X temps, c'était une cuve. Notre ingénieur, c'était son rôle. Vider les chiottes. Pas que ça. Et aussi, il y avait tout ce qui était outillage, etc. Pour les réparations. On a un petit robot qui était aussi à l'intérieur. Et ici, c'est un sas dans lequel on entrepose les combinaisons et les scaphandres qu'on est obligé de porter lorsqu'on va à l'extérieur. Alors, ça, c'est à l'intérieur de la serre. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de plantes. C'est le but. Là, on a notre bio-ingénieur qui est en train de réaliser son expérience. Il construisait 3 tours d'hydroponie. Donc, c'est une culture qui s'auto-alimente comme ça en tour. Donc, c'était assez sympa. Il y a le Science Dome dont j'ai parlé aussi. Vous voyez un peu l'intérieur, toutes les fioles de chimistes, etc. Notre pharmacien et notre chimiste qui travaillent. Et là-dedans, il y a aussi le générateur électrique, le compteur. Puis, il y a l'observatoire solaire, dans lequel moi, j'avais le rôle d'astronome. Donc, c'était moi qui m'occupais de ça. Dès qu'il faisait beau, que le ciel était dégagé, je le faisais fonctionner. Ça, c'est une image que j'avais obtenue du soleil. J'avais de la chance parce que le soleil était particulièrement actif à ce moment-là. Et sur la fin, on a même eu droit à des éruptions solaires. Donc, c'était assez incroyable. Ouais, effectivement. Et donc, voilà, maintenant, on va vous expliquer un peu à quoi ressemblait la journée type là-bas sur place. Voilà, donc une journée type, ça commence d'abord par une petite séance de gym, un petit déj évidemment et tests médicaux. Gym, c'est relativement important puisque on reste 15 jours dans un milieu confiné sans pouvoir vraiment se dégourdir les jambes. Ça fait du bien. Et les tests médicaux qui sont souvent en rapport avec les expériences de notre officier santé. L'année passée, dans l'équipe de Sophie, il leur faisait faire des tests de réflexes. Et cette année, nous, on aura droit à toute une batterie d'électrodes, ce genre de choses pendant notre nuit pour évaluer la qualité de notre sommeil pendant l'expérience. Ensuite, dans la matinée, on organisait les IVA, ce sont les extravéhiculaires activities, donc le moment où on sort de la base, à chaque fois en combinaison, pour simuler qu'on est bien sur Mars.
Et pendant ça, qu'est-ce qu'on faisait? De un, on découvrait un peu le domaine qui s'offrait à nous, qui était incroyable, mais aussi, pour certains, ils avaient besoin d'aller dehors pour mener leurs expériences. Par exemple, prélèvement d'échantillonnage dans le sol, etc. Par moment, moi, j'ai mis mon expérience, je l'avais mise dehors pour effectuer des mesures. Voilà, toutes nos sorties pour les expériences, mais aussi pour voir le paysage, s'amuser en quad. Bien sympathique. Voilà, et puis bon, évidemment, le lunch sur le temps de midi avec une réunion débriefing sur les IVA du matin. Et comme on peut le voir sur la photo, tout ce qui est nourriture au sein de la base, c'est tout en conserve et lyophilisé. Alors, c'est que de la nourriture déshydratée, que ce soit... ici on voit tomates, maïs. Ils sont aussi assez fans apparemment de limonade en poudre. Apparemment on a droit à des litres et des litres de poudre de limonade. Enfin, c'est extraordinaire. Ça, voilà, c'est ça que les tomates dans la serre, elles font plaisir. Avoir des légumes frais, ça fait du bien. Ensuite, l'après-midi, on a le temps de tous s'occuper de nos expériences individuelles. Les chimistes et tout, ils allaient dans le Science Dome. Moi, j'allais soit à l'observatoire où je m'occupais du détecteur. Là, on a Mario qui fait joujou avec le robot qu'il y avait dans la base, qu'on a dû réparer d'ailleurs parce qu'il ne fonctionnait plus. Voilà, on se livre à nos expériences et nos résultats. Voilà, et donc le soir, à part le souper, il y a une étape très importante qui est le Capcom. Donc le Capcom, c'est une fenêtre de 2 heures qui est censée simuler la fenêtre de communication qu'on aurait sur Mars avec la Terre. Et pendant cette fenêtre de communication, il y a toute une série de rapports à rendre. On en voit la liste ici. On peut citer entre autres le rapport de l'ingénieur par exemple, qui consiste à faire l'état de la base. S'il y a un quelconque problème technique, il doit le signaler à ce moment-là. Il faut savoir qu'on est en rapport avec un responsable de la Mars Society là-bas sur place, qui joue le jeu aussi de la simulation. L'ingénieur fait un rapport sur l'état du tank d'eau par exemple, le réservoir de fuel pour le générateur, ce genre de choses. On a aussi, ce qui est assez important, l'EVA Report, donc, dans lequel on explique tout ce qui s'est passé durant l'EVA du matin de la journée. Et encore plus important, l'EVA Request, sans laquelle l'EVA du lendemain ne sera pas autorisé, puisque c'est pendant cette request qu'on fait la demande pour l'EVA du lendemain, en justifiant les besoins de l'EVA, en donnant tout notre programme, que ce soit trajectoire, ce qu'on va faire, où on sera, à quel moment, pour qu'ils sachent, admettons qu'il y ait quel que soit le souci, qu'ils puissent intervenir si besoin. Et si c'est accepté, alors le lendemain on pourra sortir, mais seulement si c'est accepté. Et enfin, au soir, on a quand même un peu de moment de détente, sauf pour le physicien qui travaille toujours. On joue aux cartes, on regarde un film, voilà, le moment de détente. Voilà, donc ici on va vous parler un peu plus en détail, rapidement quand même, différentes expériences qui ont été menées ici en 2018, donc l'année de Sophie. Donc, comme j'en ai déjà parlé, il y a les tours d'hydroponie de Mario, notre bio-ingénieur, qui ont été faites. On avait notre informaticien qui faisait de la planification sous contrainte et incertitude, donc il planifiait en fonction des horaires des autres, etc., tout notre horaire. Puis on a eu notre pharmacien, c'était notre officier santé, qui testait notre mémoire et nos réflexes chaque matin. Il a aussi étudié la dégradation des médicaments. On a eu nos biologistes, il y en a un qui étudiait les hydrogels sur la croissance des plantes. Et notre autre biologiste, elle, a fait du pain, mais pas n'importe quelle manière. Donc au lieu d'utiliser la levure de base, elle a fait en fait croître des bactéries pour remplacer la levure. Et ces bactéries, elle les a trouvées dans sa salive. Donc à chaque fois, elle crachait dans un pot. Et puis, elle faisait sa culture de bactéries. Vous voyez la culture, un peu comment ça s'est passé, le levain, etc. Et ça a fonctionné. Donc, son expérience était concluante sur la fin. Elle n'a pas directement testé avec sa salive.
Et son teint était bon. On a aussi eu le SCK-CEN qui nous a contactés. Donc c'est une organisation nucléaire en Belgique pour qu'on prenne de la spiruline. Je vous passe les détails sur leur manière d'analyser. Mais voilà, donc il y a eu cette expérience-là. Notre ingénieur, lui, avait un drone et qu'il a utilisé pour faire de la cartographie, qui a vraiment bien donné. Il a fait des modèles 3D, etc. Et puis moi, en tant que physicienne, j'ai construit des détecteurs pour étudier le flux de muons cosmiques. Voilà. Donc, pour 2019, maintenant. Voilà, donc les expériences de cette année. Alors on a d'abord notre commandant qui travaille sur le déploiement d'un essaim de CubeSat pour prendre différentes mesures à la surface de Mars, que ce soit pression, température, humidité, ce genre de choses. Ensuite, on a quelqu'un qui travaille sur l'étude du mouvement brownien aussi. Notre biologiste, elle va travailler sur l'association en symbiose d'une bactérie non pathogène avec les racines des plantes pour utiliser en fait la propriété de ces bactéries à capter l'azote qui pourra ensuite être utilisé par les plantes. Notre ingénieur va travailler sur le déploiement de drones, lui, automatisés, pour éviter de devoir sortir à chaque fois, par exemple, déposer les CubeSats à même le sol pendant l'IVA, avoir les drones qui feraient ça de façon complètement automatisée de l'intérieur. On a aussi, donc, comme j'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure, notre médecin de l'équipe qui va travailler sur notre état de sommeil pendant l'expérience. L'officier en second donc, qui va s'occuper d'un système de GPS. Comme il n'y a pas de système de GPS sur Mars, il a pensé à un système plus ou moins à l'ancienne, finalement, avec des antennes pour localiser les gens, mais aussi le matériel qui serait à l'extérieur de la base. Petite particularité cette année, on n'a pas que des scientifiques dans l'équipe, on a aussi une personne en droit, un master en droit, qui lui va plutôt travailler sur une constitution martienne. Il va se poser les questions de savoir ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui se passerait, admettons, lors d'un délit, par exemple. On peut prendre le cas grave d'un meurtre dans une base, ainsi, dans une colonie, qu'est-ce qu'on fait? Et donc pendant l'expérience, il va nous poser toute une série de questions, on va débattre avec lui et sur base de ça, il va essayer de constituer une espèce d'article de loi. Et puis finalement, mon expérience, qui est finalement la suite de l'expérience de Sophie, je vais reprendre ces détecteurs, cette fois-ci 4 au lieu de 2. Donc on aura plus de détails on pourra finalement reconstruire la trajectoire du muon et plus seulement faire du comptage. Et à côté de ça, je vais essayer aussi d'améliorer l'algorithme de reconstruction et essayer d'améliorer un peu tout le côté software pour améliorer la facilité d'acquisition, justement. Voilà, et donc, on parle de myographie, mais justement, on va détailler un peu plus, puisque c'est notre expérience à tous les deux, mais avant de parler de myoscope, il faut savoir ce qu'on va détecter. Donc évidemment, quand on parle de myoscope, on parle de muons, et ces muons, c'est quoi? Ce sont des muons qui sont les résultats de désintégration, d'interaction dans l'atmosphère de particules chargées, donc de particules cosmiques qui viennent vraiment du milieu interstellaire et qui interagissent avec l'atmosphère. Et au bout de toutes les interactions, il y en a énormément, il y a ces muons qui parviennent jusqu'à nous, plus ou moins à la surface du sol, que l'on peut détecter. Et on va les utiliser un peu de la façon dont on utilise les photons en radiographie. Donc un peu comme en radiographie où on voit donc les différences de densité à travers un matériau. On va utiliser ces mêmes propriétés des muons à parcourir plus de distance à travers de grandes structures, comme par exemple, là on voit les volcans. Par exemple en Italie, ils utilisent ça pour monitorer certains volcans et étudier la densité des chambres magmatiques, qui peut donner une idée du stade d'activité de ce volcan. Ça a été utilisé aussi il y a quelques années, on en a beaucoup parlé, découverte d'une chambre dans une pyramide de Khéops, je pense, je suis plus sûr de laquelle. Mais on a aussi, grâce à la myographie, découvert des chambres qui étaient scellées. Et juste pour info, à plus grande échelle encore, on a la neutrinographie, elle qui utilise donc les neutrinos qui traversent la Terre pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Donc, comment les détecter? Mais ça, c'était
aussi l'objet donc de mémoire et du détecteur qu'on a construit. Donc, on a utilisé une technologie existante, les RPC, donc Resistive Plate Chamber. Ce sont des détecteurs à gaz. Donc, simplement, vous avez 2 électrodes que nous, on a pris en verre, ici. Puis, après, vous mettez ces 2 électrodes dans une boîte. Nous, on a mis une boîte en aluminium. Vous remplissez la boîte avec une certaine composition de gaz bien spécifique. Et puis, vous appliquez un champ électrique, en fait, entre vos 2 plaques. Quand le muon cosmique va traverser le gap, il va ioniser, en fait, les molécules du gaz. Et donc, on va avoir des paires d'électrons ions qui vont se produire. Et à cause du champ électrique, va produire une avalanche. Et en bougeant, le mouvement de ces particules va induire un signal sur nos strips ici, qui après, elles, sont reliées à notre électronique. Et va nous dire, tiens, on a un signal sur cette strip-là. Et donc, sur la droite, en fait, vous avez un exemple d'événement, un muon, qui a traversé mes 4 détecteurs. Donc, j'ai une strip qui est déclenchée dans chaque détecteur. Et grâce à cette information, je sais reconstruire ma trajectoire de mon muon. Et donc, c'est pour ça que j'avais besoin de 4 détecteurs, X, Y, X, Y. Et alors, pourquoi utiliser la myographie sur Mars ? Bien, il y a déjà des études en fait qui sont menées, notamment par un monsieur assez connu dans le monde de la myographie, monsieur Tanaka. Le but, ce serait d'envoyer un robot avec un détecteur comme ça de myographie pour aller sonder les collines et les montagnes sur Mars, parce que si un jour on va sur Mars et qu'on implante une colonie, la première chose à faire, ce sera de trouver un abri. Donc, pourquoi pas trouver une montagne qui soit creuse et aller s'installer dedans. Bon, évidemment, pour plein d'autres, on pourrait trouver plein d'autres explications pour utiliser la myographie sur Mars. Mais c'en est un. Et là, sur la droite, vous voyez à quoi ressemblent les détecteurs. Donc là, il n'y en a que 2. À gauche, c'est l'électronique d'acquisition, mais aussi le voltage. Donc, c'est très, très compact. Évidemment, je ne peux pas encore avec ça aller sonder des volcans. La surface est beaucoup trop petite. Mais c'est un prototype de toute manière. Pour le moment, on essaie juste d'optimiser tous les paramètres pour plus tard en construire vraiment un avec 1 mètre carré de surface et là faire de véritables études de myographie. Parce que simplement, la myographie, au final, c'est quoi ? C'est compter le nombre de muons qui nous parviennent. S'il y en a plus, ça veut dire qu'il y a un trou dans ce qu'on observe. S'il y en a moins, ça veut dire que le muon a interagi avec la matière et ne nous est pas parvenu. Et là, la dernière photo, c'est le RAM. Donc, ce n'était pas un module officiel à ce moment-là, quand j'y étais. Il devait m'être mis normalement en place pour cette année. Il sera relié aussi à la station. J'ai mis le détecteur à cet endroit-là parce qu'au départ, j'étais dans le Science Dome et il y avait beaucoup trop de bruit à cause du générateur électrique. Je voyais que du bruit, donc c'était impossible de travailler avec. Et voilà, donc j'ai mis là-dedans. À un moment donné, je l'avais aussi mis dehors. Je l'avais relié à la terre pour de vrai. J'avais fait un trou, j'avais mis de l'eau, du sel pour éviter tout le bruit possible. Voilà. Et les quads juste devant qu'on utilisait pour faire nos tours. Voilà, donc ici un peu plus de détails donc, sur les IVA. Alors, un peu comme sur la photo qu'on a déjà vue précédemment, on voit ici les photos du SAS avec les combinaisons qu'on utilise, les scaphandres et les appareils respiratoires qui ici servent plus de ventilation du coup, parce qu'une bulle en plexi comme ça en plein soleil ça chauffe, plus les problèmes d'humidité. Donc on est content d'avoir la ventilation. Et voilà, ici donc on voit un peu les photos du protocole de sortie. Donc on équipe les collègues avec les scaphandres et compagnie. Ils passent par le SAS et là on simule vraiment les 3 minutes de décompression qu'on aurait dans une base voilà, sur Mars, quoi. Donc à la sortie et à l'entrée, il y a les 3 minutes. Enfin, c'est vraiment une simulation de bout en bout, quoi. Donc
maintenant, on parle un peu des résultats de mon année. Donc, ça a été une année un peu de pivot parce qu'on a réussi vraiment à atteindre beaucoup plus de gens. On a eu... en même temps, on s'y est vraiment mis à fond. On a fait une vingtaine de réunions. On a récolté 20 000 € de budget, plus de 20 000 € de budget même. On avait envoyé 900 demandes de sponsors. Et puis au niveau des médias, on a été dans pas mal de journaux, chacun au moins 1 ou 2 articles dans sa région. On est passé à la TV, à la radio, on a fait pas mal de présentations pour le grand public aussi. Et on a même publié dans des articles scientifiques, donc il y a eu 2 publications, ce qui est quand même un lourd impact. Il y a eu mon mémoire. Donc on en a fait une ASBL, donc on l'a vraiment transformée, rendue plus officielle. On a eu l'occasion d'aller visiter un des bâtiments de l'ESA, de l'European Space Agency, à Cologne, dans lequel il y a l'entraînement des astronautes. On a pu rencontrer Frank De Winne, qui est le 2e astronaute belge. Donc on a appris beaucoup de choses, on a eu des étoiles plein les yeux. On a aussi été à l'Eurospace Center. Donc voilà, c'était une bonne année. Tu peux défiler tout le machin. Donc cette année, ils ont placé la barre haut l'année passée. Hein. C'est pas évident de reprendre le flambeau, mais on essaye de faire au moins aussi bien qu'eux, si pas mieux encore. On a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est encore dans la phase de sponsoring. On a aussi envoyé énormément de demandes de sponsors. On a eu déjà quelques interviews, passage télé aussi. J'en ai un demain encore. Il y a des trucs prévus. Quoi dire d'autre? Oui, là-dessus, la taxe MDR, voilà, c'est un espèce de récapitule. Ouais, c'est ça récapitule un peu le budget. C'est encore plus cher maintenant. La taxe MDRS a augmenté. C'est pas bon pour nous. Ouais, coût de voyage, 6 000 €. Voilà, ça, c'est du détail. L'idée, vraiment, c'est que cette année, en plus de faire ce qu'ils ont fait, on aimerait aussi, et je pense qu'on en parle après, c'est ça, donc renforcer les partenariats avec les secteurs privés. On a parlé tout à l'heure de SCKCEN. On travaille encore avec eux cette année aussi, avec la spiruline. Il y a d'autres boîtes qui nous ont contactés, qui étaient intéressées de nous soumettre des expériences à emporter sur place. Donc, à terme, c'est ce vers quoi on aimerait aller. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus abouti. On essaye aussi, et on fait des conférences dans les écoles pour ça, c'est donc promouvoir les sciences et la technologie auprès des étudiants de secondaire et primaire également, dans une moindre mesure. Voilà, c'est un peu à peu près tout dit. Donc en bonus, quelques photos supplémentaires. Ouais, prise sur Mars, exactement. Franchement, si vous avez l'occasion de passer dans l'Utah, n'hésitez pas parce que c'est incroyable. Là, on voit une petite escalade de montagne. On pourrait mettre le drapeau au-dessus. Ouais, pour faire la pub. Donc voilà, c'est tout ce merci qu'on pour avait votre à vous attention. présenter sur Ussel to Mars. On espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà pour ça.